Élève-toi au sommet des mécanismes de ce monde. Ça fait déjà 5 mois que JoJo Lands a commencé. Je sais pas comment se porte la hype, je sais en tout cas que ça a dû se dégonfler sur les 2 derniers chapitres, j'ai l'impression, mais nous, on est toujours au rendez-vous pour vous parler de chacun de ces chapitres. Alors évidemment, on a des trucs à dire sur ce chapitre, le problème c'est que c'est encore plus light que précédemment. Vous allez voir que tout est en fait dit de façon si mystérieuse qu'il est impossible d'essayer d'imaginer le futur, on doit juste tâter le terrain avec des hypothèses et observations, et c'est ce qu'on a fait. Donc ça sera un peu tranquille jusqu'à la prochaine fois. Bref, on va arrêter de blablater pour rien, c'est parti. Alors que le diamant vient subitement d'être tombé au sol, Rohan vient à appeler les autorités pour signaler le casse de l'équipe. Maintenant que le piège de Rohan se referme lentement sur notre trio, le mangaka demande à Dragona de venir pour l'attacher à son tour. Prise de panique, elle ramasse le diamant au sol et s'empresse de fuir avec, sauf qu'elle sera coupée dans sa course par un bruit de tintement provenant de la tasse. Encore une fois, le diamant s'était déplacé hors de sa poche, ou plutôt à portée de Rohan, car suivant l'exemple de l'élément carboné, plusieurs billets sortirent des poches de Paco pour revenir à lui. Maintenant en possession de la majorité de ses biens personnels, Rohan se ressent sur la neutralisation de Dragona, l'inévitable venant se produire. Du moins c'était inévitable avant qu'une pluie soudaine vienne s'abattre dans le salon. Décontenancé, Rohan se met en garde contre l'arrivée assurée de Jojo dans la maison, se mettant à analyser avec précision les natures de son stand, le comprenant à une rapidité jusqu'alors peu égalée. Mais alors qu'il cherchait à la fois le manieur et la nature du stand, il posa son pied contre le tapis. Grosse erreur, puisque toute la zone du tapis s'écroula sous le poids du mangaka, la capacité de November Rain ayant fragilisé le sol en passant à travers le tapis. C'est lors de la chute de Rohan que quelqu'un viendra lui attraper la gorge avec un serflex et le bloquera contre la rambarde. Avec un agile jeu de main, Rohan se retrouve finalement ligoté. Et l'auteur de cet emprisonnement ingénieux n'est autre que... Jojo évidemment. Il s'est complètement fait avoir par le pouvoir de November Rain, qui l'a attiré tout droit dans un piège. Et à présent, ce sont nos 4 voleurs qui ont repris le dessus. Évidemment, Paco et Uzaki veulent le tabasser, mais impossible. C'est un grand mangaka après tout. Il a déjà appelé la police, qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Et il connaît leur identité. Et surtout, le diamant semble ne pas pouvoir être volé. De façon inattendue, Jojo se penche, agrippe le téléphone portable du mangaka et lui demande de les rappeler pour qu'ils ne viennent pas sur la résidence. Évidemment, il refuse et Jojo répond de manière sarcastique avant de révéler ce qu'il cachait jusqu'ici, la lave présente dans le coffre. En réalité, il n'est pas venu en vacances à Hawaï, mais souhaitait plutôt étudier cette roche qui aurait plus de valeur que ce diamant à 6 millions. Ça, il le sait parce qu'en détruisant l'une des 2 pierres, Rohan réagit de manière colérique. Il avait vu juste, il va donc emporter cette pierre juste au cas où, histoire que notre japonais évite de trop en révéler à leur sujet. Et alors qu'il s'apprêtait à partir, la victime interpelle une dernière fois notre Jojo, et lui dit qu'il pourrait devenir extrêmement riche grâce au mécanisme. Il va pas lui révéler tous les secrets de ces roches de lave évidemment, mais tout ce qu'il apprendra par la suite, il devra le garder pour lui, s'il veut vraiment remplir son objectif. Notre groupe de cambrioleurs parvient à sortir de la villa sans problème, malgré un contretemps majeur, avec le diamant et des illustrations exclusives en poche. Seulement, derrière eux se trouve le chat, le fameux suspect dans l'histoire du fil en acier qui n'a toujours pas été résolu. Un deuxième arrive, puis un troisième. Ils se mettent à les suivre et à les prendre en filature. Les chats ouvrent la chasse. Bon, on va parler de 3 choses importantes dans ce chapitre. Le fameux mécanisme mentionné à nouveau par Rohan cette fois-ci, les morceaux de lave le plus important et qui sera traité par Mike dans un second temps, et le chat, acteur du cliffhanger de fin de chapitre. Comme nous l'a révélé Jojo dans le premier chapitre, le mécanisme est une loi universelle, une loi de la nature qui révélera ses secrets tôt ou tard. Alors évidemment c'est encore très flou, mais on peut faire le rapprochement au courant de la calamité, ou l'axe du malheur dans la traduction officielle. Pour rappel, Wonder of You ne contrôle pas le courant de la calamité, qui est une loi naturelle qui est totalement indépendante de Wonder of You, qui ne fait que l'utiliser à son avantage via un mode d'activation particulier. C'est comme le karma, une chose terrible qui peut se produire, et si c'est le cas, c'est inévitable. Et rappelez-vous, dans SBR, nous avions le phénomène du corps du Christ, qui a résulté en la révélation de Love Train, un pouvoir qui repousse les malheurs, ok, mais par-dessus tout attirer le positif. Même si Jojo disait que le mécanisme lui donnait un avantage et lui faisait gagner à coup sûr, en réalité ce n'est pas ça. Là où Love Train représentait le positif et la calamité le négatif, nous avons pour cette fin de trilogie une loi parfaite, représentant la neutralité. Nous pensons ainsi que le mécanisme est une loi naturelle que n'importe qui peut s'approprier pour l'utiliser à son avantage, un peu comme Jojo le fait.
Ainsi, utiliser le mécanisme se fait probablement d'une manière différente que trouver un artefact divin ou posséder un stand qui redirige un courant, mais d'une troisième manière qui pour l'instant nous est inconnue. Surtout cette neutralité fait sens dans un monde où deux antagonistes sont déjà connus, et même s'ils vivent à des époques différentes et ont des objectifs différents, forment une dualité au-delà du positif-négatif, avec le partage de Valentine qui souhaite s'accaparer le cadavre pour son pays, et Toru qui fait ça juste pour sa pomme, et probablement devenir immortel comme l'avait fait Kars. Mais ces éléments déduits ne proviennent pas de ce chapitre directement. En réalité, Rohan ne fait que parler du mécanisme en rapport avec ces pierres qu'il étudiait pour une raison inconnue. Jodio semble capter le message, mais rien ne nous est dit directement. Mais le fait est que ces roches représentent quelque chose de très important pour comprendre le mécanisme et faire tourner le destin en sa faveur, permettant de ramener le tapis probablement une dernière fois sur ce thème légendaire du manga, comme une sorte d'outil qui permet d'actionner tous les engrenages d'une machine complexe. Un système bien trop grand et au-delà de notre champ de vision limité. Après le diamant multidimensionnel Schrödinger tout ça, voici l'introduction des morceaux de lave liés au mécanisme. Bon, hormis le fait qu'Araki nous bourre au piolet l'importance évidente du volcanisme dans la partie 9, ces morceaux de lave vont assurément présenter une importance capitale au cours de la partie, soit positivement comme une référence directe aux flèches, soit négativement comme avec le système claqué au sol des Rokakaka, et je me permets une digression sur le fait que dire 3 fois d'affilée K, c'est super chiant, donc je me permets d'instruire officiellement l'utilisation du terme Roka-free, comme dit Forcy. Donc voilà, maintenant que je vous ai ramené sur le droit chemin, parlons des morceaux de lave. Introduit dans ce chapitre comme une pierre angulaire de la partie, boutade, il est clair que la pierre, vu qu'il n'en reste qu'une, sera d'une importance capitale. De ce fait, plusieurs hypothèses sont à poser sur leurs origines, leurs utilités et surtout leurs capacités. L'une qui nous est venue en tête est l'appartenance à la théorie du volcanisme que nous avons déjà abordée dans nos précédentes reviews, notamment le fait que les soudaines activités volcaniques présentes dans la région seraient dues à une paume du diable, et donc à un rapport au stand. De ce fait, si les volcans sont des agents de zone de la transmission d'un stand, et si la lave, et plus précisément la lave AA, serait un agent portable de la paume du diable. Mais hors du parallèle avec les paumes, faisons un parallèle avec les flèches. Présents dans le premier univers de Jojo, les flèches, plus précisément la tête des flèches, sont des morceaux raffinés et polis, des morceaux d'une météorite qui s'est écrasée sur Terre et qui a apporté à l'humanité le don des stands. Et si cette lave faisait la même chose ? Toute personne se coupant, ou même la tenant, se verrait infectée par la lave et obtiendrait ou non un stand. Et de ce fait, n'y a-t-il pas quelque chose à faire ? Malgré le principe bancal du Roka-free, il faut reconnaître que l'une de ses idées scénaristiques est intéressante, sa commercialisation. Vendue en privé à des athlètes pour les soigner des blessures graves en dépit d'un défaut autre part, sa vente en particulier était une idée très moderne de l'utilisation d'un outil hors du commun dans notre société. Et si cette lave allait servir à cela aussi ? Connaissant Jodio et sa soif de grandeur en voulant devenir très riche, il ne serait pas étonnant que, à la découverte des capacités de la lave, qu'il s'en serve pour la commercialiser ou de s'en servir de ses trafics de drogue. En faisant même une drogue à part entière, qui sait ? Ce qui est sûr déjà, c'est qu'il en est conscient de l'importance de cette lave, surtout par les agissements de Rohan, comme le fait de la protéger dans un coffre, de péter un câble quand il en casse une, et même à le dire clairement qu'elle est reliée au mécanisme. Mais même si on peut affirmer que Rohan connaît les capacités de cette lave et l'importance qu'elle peut avoir dans le déroulement des événements, qu'est-ce que Jodio peut en savoir ? Hypothèse 1. Il l'a compris en regardant les différentes notes de Rohan, à la fois sur son iPad ou lors de son détour dans la salle de recherche du mangaka. Il se peut qu'il ait trouvé des infos concernant cette lave et que, par conséquent, il en sait déjà pas mal. Hypothèse 2. Jodio n'a pas conscience de sa réelle importance mais l'aperçoit, à la fois de par son ressenti extérieur avec Rohan et à la fois de par son ressenti intérieur avec sa mise en sécurité du coffre. Hypothèse 3, lors de la scène avec Rohan où Jodio lui met un peu la pression avec les pierres, il peut mentir sur sa compréhension de l'importance de ces dernières, un peu comme Jotaro lors du combat contre Osiris, mais qu'à la fin du chapitre où Rohan lui explique l'importance de la pierre dans le mécanisme, il se met à réaliser son importance et à se remettre en question. Mais à parler encore et encore du mécanisme, qu'est-ce que la lave a à voir avec cette dernière ? En toute honnêteté, les hypothèses que j'aborde l'expliquent plus ou moins. Le mécanisme est une règle universelle présente dans toute société qui veut que, selon nos choix, nos origines, nos convictions et tout ce qui fait de nous amènera selon le mécanisme à gravir les échelons ou à servir de marche.
Ce que Rohan a voulu dire par là, c'est qu'avec cette lave, ce qui en découlera, permettra à Jodio de prendre directement un ascenseur pour les sommets et de devenir ce qu'il souhaite. Mais pour cela, il devra jouer à un jeu risqué. Jeu dont seul Araki a connaissance. Bon, maintenant, il faut bien parler du fameux chat qui fait tant débat depuis quelques chapitres. Énorme mystère qu'est ce petit être vivant qui ne fait que se balader autour et même dans la résidence de Rohan Kishibe. Uzagi semblait avancer le fait que ce chat était étrange et que c'était même lui le fameux manieur de stand avec ses fils extrêmement résistants. Comme on l'a vu, il n'est pas dans les habitudes d'Araki de laisser planer un voile de mystère sur le manieur de stand, puisqu'en général on voyait toujours son manieur avant les personnages, et même si dans de rares cas la surprise nous était laissée. Ici c'est plus étrange que d'habitude, puisqu'à contrairement à un Forever qui était le seul être vivant capable de manier un stand en plein milieu de l'océan, ici aucun indice n'est laissé et on était très vite passé à l'offensive de Rohan, oubliant totalement ce chat qui refait magiquement surface dans cette fin de chapitre. Alors évidemment quelques questions subsistent. On peut pas connaître toutes les réponses tout de suite, mais je trouve ça intéressant de résumer ce que l'on sait. Bon, déjà, on n'a aucun nom, ça va pas nous aider, donc on va être obligé de l'appeler le chat. Ensuite, si vous avez suivi attentivement Jojo depuis quelques années, vous savez que c'est largement possible que lui-même soit un manieur de stand. On a parlé de Forever, un gorille qui manie une sorte d'énorme bateau, et on peut aussi penser à Iggy dans la même partie, et même un autre chat que l'on avait cité, Tama dans Diamond is Breakable. Concernant son possible stand justement, rien n'est clair. Les fils semblaient totalement venir du chat qui passait à ce moment-là, mais voilà qu'on se retrouve avec 3 chats. Quel est son réel pouvoir ? Je pense toujours que ce sont les fils personnellement, sinon ça n'aurait aucun sens, mais pourquoi pas imaginer une portée entière de chats nés manière de stand. Après tout, on sait qu'avec Foo Fighters et les rats dans la partie 4 que les animaux peuvent aussi posséder 2 types d'intelligence. L'intelligence de ruche, comme Foo Fighters qui est la formation d'une colonie entière de plancton qui, mixés avec un stand, ont formé un être intelligent, ou encore les rats qui avaient eux une intelligence offensive et ont même réussi à déjouer l'arrêt du temps de Star Platinum. On s'explique pourquoi ces chats parviennent à utiliser leur stand et surtout à se coordonner pour chasser Jodio et compagnie. Mais vient la question du mobile de ces chats. Je crois que j'ai un peu trop joué à Ace Attorney. En effet, quel est leur intérêt de faire tout ça? Quel est leur but? On sait que Rohan ne les connaissait pas du tout et ne semblait pas mentir à ce propos. De toute façon, je sais pas à quoi ça aurait servi, surtout si Uzagi a hypothétiquement découvert le poteau rose à la 2e rencontre avec l'un de ses chats. Il est donc évident qu'un 3e camp s'est créé avec des motivations encore inconnues, mais il est sûr que ce chat en fait partie, surtout s'il suit le groupe depuis un moment et qu'il continue à les suivre encore à l'heure actuelle. Évidemment, ça rappelle Golden Wind avec le groupe de Bucciarati, la Squadra Esecuzione et la Passione qui ont formé 3 camps distincts à travers le temps, bien que pas exactement en même temps. Au final, on s'est dit que c'était bien plus qu'un chat, peut-être une sorte de portée de chat, des frères et sœurs, tous manieurs qui agissent en groupe sous les ordres d'un nouveau camp inconnu, qui apparemment va rétamer nos cambrioleurs. Je cite, « En fait, ça n'aurait jamais suffi, peu importe combien on était. Maintenant que Rohan a été mis hors d'état de nuire, comment notre groupe va-t-il se faire rétamer? Est-ce à cause du chat, un de ses coéquipiers? Vont-ils se faire voler le diamant et surtout la roche volcanique? Va-t-on découvrir le secret du mécanisme plus tôt qu'on le pensait? Va-t-on découvrir le véritable antagoniste de cette histoire? Et bordel, est-ce que Meryl May se révélera comme le 2e boss? Rien à faire à part attendre environ 1 ou 2 semaines avant la suite. J'espère cependant qu'en attendant, on vous aura apporté des perspectives intéressantes qui sauront vous faire réfléchir. Et évidemment, si vous avez des choses sur lesquelles rebondir, l'espace commentaire est fait pour ça. Et si ça se trouve, ce que vous allez nous révéler sera tellement plausible qu'on vous citera en vidéo, sait-on jamais. Bref, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo aujourd'hui, c'était Red Plus et Mike, arrivederci.